Voilà, donc on va démarrer. Puis on verra si d'autres participants viennent. En tout cas, merci à vous d'être là. C'est vrai que l'horaire 17h30 est c'est un peu tôt. J'essaierai pour les prochaines fois de faire un peu plus tardivement. C'est un essai en fait, hein. C'est la deuxième conf que je fais et on pourra voir par la suite si un peu plus tard est préférable. On s'accorde 2 heures maximum, quoi qu'il advienne. À 19h30, on arrête. S'il y en a qui désirent évidemment approfondir ce que je vais développer ce soir, ça sera avec un grand plaisir évidemment d'en reparler, d'autant que je n'irai pas forcément sur les aspects vraiment purement techniques, puisqu'on a un tout public et je serai entre guillemets, dans la vulgarisation, plus pour donner des idées, des pistes et voir après si vous souhaitez bien évidemment que ce soit approfondi. Je répète, Lisa donc, est l'administratrice et elle se charge des chats. Donc, si vous souhaitez poser des questions, je vous invite d'ailleurs à le faire, quand bien même je suis en train de parler, de pouvoir le faire par écrit, par le chat. En plus, c'est plus arrangeant pour les personnes qui n'osent pas prendre la parole en public. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Donc, la partie écrite est beaucoup plus facile à pouvoir faire. Désolé pour la qualité de l'image. En tout cas, je pense que le son doit être bon, lui, en revanche. Donc, c'est ce qui compte. Et pour démarrer, et avant de me présenter, quand bien même certains me connaissent déjà, je voudrais commencer par une histoire. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien raconter des histoires. Et ça, c'est l'histoire d'Orinco. Orinco est un chasseur qui se situe en fait dans les pays scandinaves. C'était il y a très très longtemps, on est au Moyen-Âge, et il vit dans un petit village où tout se passe bien, village prospère, jusqu'au jour où, malheureusement, un glouton sévit. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un glouton, mais un glouton est même capable de s'attaquer à un ours. C'est pourtant beaucoup plus petit, mais alors qu'est-ce que ça peut être vraiment féroce et puis en plus vorace. Et il s'avère que ce glouton décime carrément les volaillers, tout ce qu'il y a comme lapins, les clapiers, enfin c'est une catastrophe. Et il s'en va, et les chasseurs n'ont pas d'autre choix évidemment que d'aller tuer ce glouton avant qu'il revienne et commette encore un désastre dans ce village. Et 5 chasseurs partent, et ils se disent qu'ils reviendront avant la fin de la nuit. Si ce n'est que la partie n'est pas simple. Et parmi eux se trouve Orinco. Orinco, c'est le plus jeune des chasseurs. Et les voilà partis. Et puis, comme ils ne le prévoyaient pas, ou en tout cas comme ils ne pouvaient pas forcément s'y attendre, ils arrivent quand même à bout et tuent le glouton, si ce n'est que la nuit tombe. Et ils sont face à une grande difficulté, c'est que les hivers sont rudes là-bas. Et ils n'avaient pas prévu, bien évidemment, que de passer la nuit à l'extérieur. En tout cas, il faut rentrer, sinon ils mourront de froid. Et chemin faisant, sur le retour, la chance qu'ils ont, c'est que le ciel est étoilé et ils arrivent à se guider. Et ils arrivent sur une cabane qui est abandonnée. Ils la connaissent, cette cabane, c'est le moyen de faire une pause. Et les voilà donc à se reposer. Il n'y en a qu'un qui ne se repose pas, c'est Orinco. Orinco aime bien fouiller, chercher. Et son gros avantage, c'est qu'il, en fouillant, tombe sur une énorme bougie. Il la prend, la fourre dans son sac. Il se dit, après tout, quand je serai à la maison, ça sera toujours utile. Et puis, nous voilà, nos chasseurs repartis, et manque de chance. En repartant, la brume tombe. Ils sont incapables de pouvoir s'orienter. Il n'y a plus d'étoiles en vue. Les voilà très embarrassés, et parmi eux, certains, la peur gagne. Ils sont obligés de s'arrêter et se rendre à l'évidence, le retour va être dangereux. Et puis à ce moment-là, Orinco sort de son sac cette fameuse bougie, et un des chasseurs l'approprie, allume la bougie en disant « C'est formidable Orinco, c'est bien, tu nous sauves la vie, car comme ça, ce que je vais faire, je vais allumer donc cette bougie, je vais éclairer le chemin et vous allez me suivre. Et tout en me suivant, comme ça, on pourra tous rentrer en se tenant par l'épaule pour pouvoir entrer en toute sécurité au village. » Manque de chance, c'est que ça ne se passe pas comme ça.
Bien évidemment, celui qui éclaire le chemin voit très bien. Le deuxième devine encore le chemin, mais alors les autres sont complètement perdus. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation, c'est une catastrophe, à un tel point d'ailleurs que le dernier est toujours en train de trébucher et ne voit strictement plus rien. Ils doivent se rendre à nouveau à l'évidence en faisant une pause. Ce n'est pas comme ça qu'ils rentreront. Ils s'épuisent, ils sont tous fatigués. Et pendant que les 4 chasseurs sont en train de viser, de la façon de rentrer en toute sécurité, Oraco, lui, prend la bougie et la coupe en autant de chasseurs qu'ils sont. Tous effrayés en disant « Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et allume les bougies. Et c'est ainsi que nos 5 chasseurs, éclairés par leur propre cierge, leur propre bougie, trouvent le chemin du retour. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est simplement pour évoquer le fait que je vais bien évidemment avoir une présentation d'à peu près une demi-heure ou 3/4 d'heure, si ce n'est que je vais donner un éclairage et votre éclairage, votre bougie, votre chemin nous sera aussi très précieux si vous désirez bien évidemment partager et vos expériences ou bien évidemment de questionner. Voilà. Alors maintenant, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens en tant que coach dans le monde de l'entreprise et particulièrement en management depuis pas mal d'années déjà. Et j'ai un deuxième métier qui est ce métier d'hypnothérapeute que j'exerce aussi depuis quelques années. Et ces deux métiers ont fait que je me suis rendu compte de plus en plus, enfin un moment déjà, que ce sont nos croyances qui nous guident. Je vais y revenir dans la manière dont ces croyances nous guident. Et en fait, dans ces deux métiers, il y a en coaching, pour ceux qui sont coachs, ils connaissent déjà, la PNL est un outil de base et qui est d'ailleurs un des courants de l'hypnose, puisque Milton Erickson était un des mentors d'ailleurs de ceux qui ont fondé la PNL. Et puis, je dirais l'outil qui m'a le plus marqué, en fait, a été l'approche narrative. J'y reviendrai aussi sur cette approche narrative qui est un outil merveilleux. Et puis, bien évidemment, l'hypnose de Milton Erickson, c'est-à-dire l'hypnose dite thérapeutique, qui est à la fois conversationnelle, comme peuvent l'être l'approche narrative et puis la PNL, et puis sur d'autres champs, évidemment, que l'on pourra, si on a le temps, hein, évidemment, aborder. La façon dont on va organiser ces 2 heures, je vais d'abord aller sur cette partie croyance pour pouvoir vous expliquer la façon dont fonctionne une croyance, comment ça vient, comment on est régi par ces croyances. Dans une seconde partie, je viendrai aussi sur l'évocation de ce qu'est l'hypnose et plus particulièrement, bien évidemment, l'hypnose conversationnelle et puis le lien qui existe entre les croyances et puis l'hypnose conversationnelle, ou du moins le travail que l'on peut faire, que ce soit d'ailleurs dans le cadre du coaching ou dans le cadre thérapeutique. Et puis, entre-temps, bien évidemment, si vous avez des questions, je vous invite donc à le faire par chat. Alors, vous êtes 26 participants. À l'EMS, j'ai exactement le même nombre, enfin 27 participants. Donc, si certaines personnes parmi vous souhaitent prendre le micro, vous pouvez prendre le micro, on n'est pas trop nombreux, donc c'est tout à fait réalisable. Au-delà de 30, ça devient compliqué. En dessous de 30, c'est tout à fait faisable. Et puis pour ceux qui estiment que la prise de parole en public peut gêner, alors je vous invite à écrire donc un message sur le chat et puis Lisa me transmettra la question ou le témoignage que vous souhaitez évoquer. C'est OK pour tout le monde? Bon, ça a l'air, super. Alors, on va aller d'abord sur cette partie croyance. Pour ça, ce que je vous propose, c'est de vous imaginer… tiens, on va aller sur une question. Si je vous pose la question de « Êtes-vous sexy ?» Certains vont se dire bon, je ne me suis même jamais posé la question. Là où d'autres vont peut-être se dire bon, peut-être, pourquoi pas, ça m'est déjà arrivé, ou voilà. Et puis, il existe des personnes pour qui c'est vraiment quelque chose d'ancré. Si vous préférez, une croyance repose, c'est comme le plateau d'une table. C'est parce que j'ai pas de liaison, chérie. Pardon? Ah, j'ai cru qu'il y avait une question qui était posée.
si vous préférez, la croyance, c'est comme le plateau d'une table et les pieds de cette table sont des références. Les références, c'est ce que je viens de vous évoquer. C'est-à-dire, en fait, ça m'a traversé l'esprit, ça ne va pas plus loin, ou bien on me l'a déjà fait remarquer. Et puis, il y en a pour qui, au contraire, c'est à un tel point qu'ils s'en sont convaincus en se regardant dans le miroir, en ayant la voiture qui va avec, dans des jeux de séduction qui reviennent. C'est-à-dire qu'en fait, à un tel point où cette croyance, reposant sur les quatre pieds et ces quatre pieds étant de plus en plus forts, cette croyance devient le plateau d'une table et devient la vérité de l'individu. Je dis bien la vérité de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tant la réalité qu'on retient, mais les histoires que l'on va en retirer. Il s'avère que parmi vous, si je pose la question de « êtes-vous sexy ?», il y en a beaucoup pour qui ce n'est pas une croyance, ça sera simplement une référence, ou voire absolument rien du tout. Et il se peut que parmi vous, il y en ait qui se disent « ouais, si, moi je le suis ». Les croyances, ça commence déjà depuis notre plus tendre enfance, dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Et cela, on les appelle les croyances profondes. Quand je parle de l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est en fait l'éducation parentale, c'est l'école dans laquelle on va, les camarades de classe, la famille, qui soit plus ou moins proche, et le contexte dans lequel nous évoluons. Contexte social, contexte économique, il peut y avoir beaucoup de contextes en fait qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et par rapport à ça, on va développer des croyances. J'insiste bien, ce n'est pas tant ce que nous avons vécu que nous retenons, mais c'est les histoires que nous allons en faire. Et ces histoires bâtissent ces croyances. À un tel point, ces croyances, elles peuvent être ou stimulantes, ou limitantes, ou d'une façon générale, elles peuvent être aussi tout à fait neutres. C'est rentrer dans des automatismes que nous ne voyons pas ou que nous ne voyons plus. À un tel point même d'ailleurs qu'il nous arrive, ça vous est probablement déjà arrivé, quand bien même vous savez que la solution que vous voulez mettre en place face à un contexte ne marchera pas, mais vous le faites quand même. De demander par exemple à sa fille ou à son fils de ranger sa chambre, pour ceux qui ont des enfants qui sont encore ados ou encore plus jeunes, quand bien même on essaye, on réessaye encore avec la chambre et peut-être ranger, mais à nouveau en désordre, et qu'on décide d'augmenter, voilà, de mettre de la voix et puis de hausser le ton, on sait bien que cette solution ne marche plus, parce qu'à force, elle ne marche plus, mais on continue quand même à le faire. On a la croyance profonde que c'est en gueulant qu'on va obtenir le résultat. Dans les croyances, quand on est enfant, il y en a qui vous marquent profondément, mais à un tel point où cette réalité est tellement forte que c'est la vérité à 100%. Si je prends une croyance limitante, ça peut être, vous savez, et en plus, on la généralise. On m'a toujours dit que j'étais nul. Que ce soit à l'école, en ramenant les mauvaises notes, et que ce soit à la maison, que ce soit par rapport à d'autres contextes, à un tel point que le côté « je suis nul » devient ma vérité. Et quand je suis adulte, je continue à croire que je suis nul. Et le cerveau joue ce jeu en mettant ce côté nul dans tous les contextes dans lesquels il peut pouvoir l'exprimer. C'est ça qui est terrible. Dans la vie professionnelle, mais ça peut être dans la vie familiale, ça peut être dans un sport, ça peut être partout. Il y en a pour qui cette croyance tellement marquée se voit dans des tas de contextes. À un tel point d'ailleurs que parmi ces personnes-là, elles programment déjà d'une façon automatique l'échec. Quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et puis, vous en avez pour qui les croyances sont plutôt stimulantes. Si on prend une croyance stimulante, c'est j'adore prendre la parole en public, par exemple. Hop. Cette croyance me stimule et fait de telle sorte que c'est devenu ma vérité. Je ne suis peut-être pas un bon orateur, mais c'en est devenu ma vérité. Je suis maintenant convaincu, c'est ma croyance, que je suis quelqu'un qui sait prendre la parole en public. Et d'ailleurs, dans mes références qui contribuent à cette croyance, donc les pieds de cette table, c'est j'ai une aisance verbale,
J'ai le mouvement qui va avec, j'ai la voix qui est bien posée. Je sais regarder mes interlocuteurs, je sais préparer en amont, je peux prendre un micro, etc. Nous avons tous des croyances qui peuvent nous limiter, nous avons tous des croyances qui peuvent nous stimuler, et puis nous avons beaucoup de croyances qui sont automatiques. Et toutes ces croyances se développent au fil, évidemment, des années qui passent. Je vous parlais de l'enfance, adolescents, de nouvelles croyances vont encore se développer, adultes, cela continue. Il est évident que certaines croyances disparaissent, qu'elles soient stimulantes ou bien limitantes, au profit de nouvelles croyances. Ainsi va la vie. Si je prends un contexte professionnel, il y en a pour qui la délégation est quelque chose de très difficile. Ils partent d'une croyance qui existe assez fréquemment. Nous ne sommes mieux servis que par nous-mêmes. Il y en a peut-être parmi vous qui le pensent d'ailleurs. Mais après tout, si on réfléchit bien à l'adage, il vient d'où et il sert à quoi? Mais c'est comme ça. Hein. Donc, je suis convaincu, parce que l'éducation que j'ai reçue et parce que mon orientation et ma croyance profonde, c'est il faut que je fasse le travail. Et de fait, je peux avoir quelques difficultés à déléguer car nous ne sommes mieux servis que par nous-mêmes, font que je peux, dans certains contextes, être complètement limité dans ma façon de travailler et être en cohésion, pour peu que je sois un manager d'ailleurs, avec des membres de mon équipe. Ça ne sera jamais assez parfait, ça ne sera jamais comme je veux, je ne peux pas faire forcément confiance, etc. Donc, quand on est en coaching et qu'on doit travailler sur, par exemple, la délégation, c'est d'aller sur une croyance. Je peux vous garantir que quand on est convaincu à 100% de sa croyance, vous ne démontrez jamais que cette personne a tort. Et ce n'est pas le but du coaching d'ailleurs, sûrement pas. Que ce soit d'ailleurs en tant que coach ou que ce soit d'ailleurs aussi en tant que thérapeute. Hein. Surtout pas. Une croyance est là, et l'objectif, quand on est dans une démarche, que ce soit dans un cadre de coaching ou dans un cadre thérapeutique, alors évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes, on est bien d'accord, hein, dans un cadre professionnel ou dans un autre cadre beaucoup plus privé. Hein, on est bien d'accord que ce sont deux publics différents. Ce qui n'empêche que les croyances sont les mêmes, dans le sens où je crois profondément à quelque chose, ça vient depuis le début de mon existence et que j'ai développé au fur et à mesure, évidemment, que je grandis et que j'évolue. Ces croyances-là, pour pouvoir les modifier, ça sera sur la partie, entre autres, il y a bien évidemment d'autres outils, sur la partie hypnose, sur lesquels je m'étendrai après. C'est à un tel point, ces croyances, c'est qu'elles rentrent dans une zone de confort, aussi inconfortable que ça puisse être, quand ça en devient automatique. Nous régissons notre vie par des automatismes. Ces automatismes sont très marquants à un tel point qu'on ne s'en rend même pas compte de la façon dont nous agissons. À un tel point même d'ailleurs que nous sommes convaincus de nos vérités que nous ne comprenons pas forcément notre interlocuteur lorsque lui-même exprime sa propre vérité. Pour peu qu'il vienne avec d'autres croyances, et ça ne le fait plus. On peut retrouver ça dans des tas de contextes. Hein. Ça peut être un contexte politique, de deux hommes politiques qui ne parlent pas sur les mêmes croyances. Ça peut être sur la délégation et pas la délégation, si on prend cette partie-là. Il y en a qui ont un système managérial qui est un contrario d'un autre système managérial fait par une autre personne. Ce qui veut dire que là aussi, on est tellement bien dans nos automatismes que nous ne comprenons pas forcément nos interlocuteurs, tellement nos croyances guident et nous donnent la certitude, pour certains d'ailleurs, que nous sommes dans notre bon droit ou sur le bon chemin. Ces croyances sont parfois les répétitions aussi de gestes, de comportements que nous-mêmes avons pu voir de par notre éducation. Je vous donne un exemple, ça c'était dans le cadre du courant Palo Alto, donc dans le courant aussi de la PNL, où des jumeaux avaient pour père un braqueur de banque. Ce père s'est retrouvé bien évidemment emprisonné
Et il avait pour habitude de jouer du ceinturon quand les enfants ne filaient pas droit. L'éducation et le comportement de ces deux jumeaux, de ces jumeaux, a été pour l'un de faire du braquage de banque et d'utiliser le ceinturon pour pouvoir éduquer ses enfants. Et pour un autre, d'aller à l'opposé. Il est devenu avocat et papa poule. Si ce n'est que, en faisant ce métier d'avocat et en étant papa poule, c'est bien parce qu'il a été régi, parce qu'il a été guidé par des croyances qui existaient et il a désiré, lui, dans sa rébellion, aller à l'opposé. Si ce n'est que, tout en allant à l'opposé, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'opposé de ce qu'il a connu. Il a donc créé de nouvelles croyances par rapport à ce qu'il a connu. Il y a des croyances, je regarde juste voilà, mes petites notes pour pas que j'oublie un petit truc. Il y a des croyances qui nous concernent, il y a des croyances qui concernent les autres, il y a des croyances qui concernent le monde. Il y a des tas de croyances que l'on a. Hein. Si je vous prends une croyance, par exemple, ça peut être la file d'attente, hein, vous savez, pour la boulangerie, une file d'attente. Il y en a pour qui, ou tiens, encore mieux, supermarché. Moi, j'ai eu cette croyance pendant longtemps. J'avais la croyance profonde que je choisissais toujours les mauvaises caisses. Alors vous me direz, c'est bénin, bien évidemment, hein, mais quand même, j'ai la croyance profonde qu'à chaque fois que je fais la queue, la file d'attente à une caisse, je prends la mauvaise caisse. Je ne comprends pas pourquoi les autres vont plus vite. Donc jusqu'à ces petits détails, les croyances nous guident. Il y en a pour qui les croyances sont encore différentes. La capacité, vous savez, à prendre la voiture et à trouver une place de parking à 50 mètres du restaurant, quand les restaurants étaient ouverts, évidemment, à 50 mètres du restaurant. Il y en a qui ont la croyance profonde qu'ils vont trouver une place de toute façon dans les environs. Ils sont régis par cet automatisme. Le pire, c'est que ça marche. C'est ça qui est incroyable. Enfin, pour celui que je connais, ça marche tout le temps, ou quasiment tout le temps. Et en fait, toutes ces croyances reposent sur les capacités que nous avons développées. Si je reprends la prise de parole en public, parce que j'ai développé la capacité à prendre la parole en public, donc je développe une capacité, une compétence dans la répétition, dans l'apprentissage, pour peu que tout se passe bien tel que ça s'est passé précédemment, ouais, j'ai réussi à faire un bon speech, j'ai réussi à pouvoir regarder tout le monde dans le cadre de ma réunion de travail. Je renforce une croyance et je fais de telle sorte qu'au bout d'un moment, à force de l'apprentissage, je détermine cette croyance comme quelque chose de réel, qui rentrera dans mes automatismes, à un tel point d'ailleurs que je ne fais plus du tout attention à cette croyance, puisque c'est devenu une réalité pour moi. Quand on est en coaching, ou quand on est en hypnose thérapeutique, j'entends, les personnes qu'on rencontre sont souvent liées justement à des croyances qui bloquent, des croyances limitantes, la plupart du temps. Et de fait, en étant bloqués par ces croyances, parfois se rendent compte qu'elles limitent, quand bien même ils sont convaincus qu'ils continuent à agir, mais à agir comme ça, c'est-à-dire par automatisme, et en se rendant compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, qui dysfonctionne, vous racontent une histoire. Car toutes les croyances reposent après sur une histoire qui va être racontée. Et là, j'en viens à l'approche narrative, hein, qui est un outil merveilleux. Et l'approche narrative qui est, alors là, pour une fois, c'est né en Australie et puis en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est Michael White et David Epstein qui ont travaillé, c'était fin des années 70 de mémoire. Donc, ce sont des thérapeutes, hein, des travailleurs sociaux, qui ont travaillé sur ces histoires. À titre d'exemple, c'est une histoire qui m'a marqué, qui m'a beaucoup plu. C'est en Australie, le gouvernement demande à ce qu'ils puissent intervenir, vous savez, dans les réserves où il y a les aborigènes,
se rendant compte évidemment que le peu de population qui restait, qui a été quand même bien massacrée, il serait peut-être temps aussi de les prendre en charge et de faire de la psychologie, de la thérapie de groupe, hein. Les voilà bien embarrassés les deux. En fait, en se rendant dans une des réserves sur lesquelles ils devaient travailler, avec lesquelles ils devaient travailler, Michael White dit: ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous avez fait pour résister et vivre encore aujourd'hui vos traditions malgré tout ce qui a pu se produire. Ça, c'est l'approche narrative. C'est-à-dire, en fait, hein, on met en exergue ce qui est de plus puissant et plus profond en nous, sur nos capacités de résistance, ce sont les exceptions. Je reviendrai sur cette notion d'exception. Et de raconter l'histoire de leur résistance et leur permettre à ces personnes de renforcer leurs racines. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu résister jusqu'à maintenant, malgré tout ce qui a pu se passer? À un tel point que cet outil a été utilisé pendant la guerre du Rwanda avec tous les enfants, les orphelins, dont les parents ont été massacrés, Hutu ou Tutsi, hein, peu importe, pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une meilleure thérapie possible pour les réassocier à leurs parents. Ces gamins ont vécu des traumatismes et de ces traumatismes naissaient des histoires. Vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'histoires terribles. Donc on ne peut pas effacer ces histoires et ce n'est pas le but, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse honorer les parents encore autrement. Cette approche narrative, je l'ai vécue en atelier, c'était dans le cadre de la SF Coach, avec Béatrice Dameron, et on appelle ça l'externalisation d'un problème. Et c'est là où j'ai découvert cet outil fabuleux, puisque moi j'avais perdu un ami très très cher, et c'est à travers cet outil-là que j'ai appris, puisque j'avais la croyance profonde qu'il s'agissait de dire au revoir à celui qu'on perdait, d'apprendre une nouvelle croyance qui était de dire bonjour à la personne qui partait. C'est bouleversant, je peux vous garantir que c'était vraiment très bouleversant. Et en fait, dans les approches de coaching ou dans les approches thérapeutiques, l'objectif n'est pas de résoudre la croyance que l'on a, on perdrait son temps. En revanche, ce qui est très important, c'est de créer de nouvelles possibilités pour que la personne puisse avoir d'autres possibles et créer de nouvelles histoires, quand bien même cette histoire est là. En fait, cette approche est basée sur les compétences. Nous sommes orientés sur des compétences. Comment développer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences pour faire de telle sorte que de nouvelles histoires puissent émerger. Je vous donne un exemple par rapport à ça, qui est à la fois la recherche de l'exception et la recherche de nouvelles compétences, ou de se réassocier, ou de faire de telle sorte qu'on puisse être à nouveau en lien avec soi-même. C'est Milton Erickson, qui est donc le père de l'hypnose moderne, qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique, à la demande d'ailleurs des psychiatres, on est dans les années 30, pour intervenir sur ce qu'ils appellent un cas qui était très particulier, à savoir un monsieur qui se prenait pour Jésus-Christ. Ça faisait des années qu'ils se prenaient pour Jésus-Christ et ils étaient tous dans l'incapacité à pouvoir travailler. En fait, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, ces psychiatres, d'une façon très naturelle, c'était de résoudre ce problème. Comment on essayait de résoudre un problème? C'était de lui faire comprendre qu'il n'était pas Jésus-Christ. Milton Erickson a pris justement cette approche d'une autre manière. C'est-à-dire que la première chose qu'il a fait en voyant cette personne, c'est de lui serrer la main et lui dire « Bonjour Jésus ». C'était une première. Ensuite, puisqu'il y avait des travaux à faire, il y avait une aile en fait à rénover, et cette personne ne participait pas du tout aux travaux,
il lui dit, écoute, est-ce que, comme ton père, tu es un bon charpentier, tu pourrais peut-être profiter de ce que nous sommes en train de rénover dans l'aile à côté et en même temps de prêcher la bonne parole. Et c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne l'a suivi. Si ce n'est que Milton Erickson cherchait à travers ça l'exception, c'est-à-dire à quel moment ce personnage, ce monsieur, ne se prenait pas pour Jésus-Christ. Et il l'écoutait, évidemment, le moment où ce n'était plus le cas. Et à ce moment-là, il s'arrêtait en demandant, dans cette exception, mais qui parle là? En fait, il utilisait 3 principes qu'on utilise aussi en coaching, qu'on utilise aussi en thérapie. Le premier principe, ce sont les principes donc, de Milton Erickson. C'est le principe de l'utilisation. Et un deuxième principe qui est le principe de la complémentarité. Et un troisième principe qui est l'orientation de la solution. J'espère que vous me suivez. Ce premier principe d'utilisation, c'est au lieu d'aller contre la personne, puisque sa croyance profonde est là, je ne vais pas contrecarrer sa croyance, je vais rentrer dans sa croyance. En l'occurrence, pour ce monsieur qui se prenait pour Jésus-Christ, c'est bonjour Jésus. Je rentre, j'irai dans son univers. Je suis là pour comprendre son univers, sûrement pas pour le contrecarrer. D'ailleurs, qui suis-je, moi, pour aller contrecarrer un univers? Donc, je rentre dans son univers. Le principe de complémentarité, c'est de faire de telle sorte que je me mette à côté de cette personne pour comprendre son schéma de pensée. Et de fait, ce qui est essentiel dans des moments pareils, c'est de savoir poser les bonnes questions. La complémentarité repose, entre autres, sur la capacité à poser des bonnes questions. Alors que ce soit la PNL, que ce soit l'approche narrative qui a un système de questionnement extraordinaire, ou que ce soit l'hypnose ericksonienne, c'est magnifique. La façon de poser les questions, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas, on questionne. Quand je dis questionner, c'est que nous ne connaissons pas du tout la réponse. Si j'interroge, ça fait quasiment le 2 plus 2 égale 4. Si je questionne, je ne sais pas. Et dans la plupart des questionnements, c'est des questions très ouvertes qui amènent l'interlocuteur à réfléchir, à devenir conscient de ce qu'il fait. Quand tu agis comme ça, quel est le résultat que tu souhaites obtenir? Ça, c'est par exemple une question narrative. Et ça, utilisé en coaching ou utilisé en hypnose conversationnelle, donc dans le sens thérapeutique, c'est extraordinaire. Alors, extraordinaire tout simplement parce que on peut toucher un public d'enfants, si je suis sur la partie thérapeutique, ou sur un public d'adultes, toucher des personnes qui, convaincus de leur bon droit, de leur certitude, vont commencer à se réinterroger, non pas à démonter ce qu'ils croient, car encore une fois, ce n'est pas l'objectif, mais à créer des possibles, de nouvelles possibilités pour faire de telle sorte que je puisse prendre d'autres chemins possibles, de développer de nouvelles compétences ou de nouvelles capacités. Si je prends le cas d'un fumeur qui veut arrêter de fumer, je peux vous garantir que quand bien même il aura arrêté de fumer, sa compétence à fumer restera toujours. Je ne sais pas s'il y a des anciens fumeurs parmi vous, mais c'est quelque chose qui reste. Sortir une cigarette de son paquet, la mettre à la bouche et l'allumer, je peux vous garantir que ça, on ne le perd jamais. Ça peut être le goût écœurant parce que ça fait un moment que je n'ai pas fumé, mais si j'étais fumeur, le goût écœurant est très vite estompé pour pouvoir profiter de la cigarette. Donc l'objectif n'est pas tant de pouvoir supprimer quelque chose, c'est dompter par contre un dragon. En le domptant, c'est de donner la possibilité par contre d'offrir de nouvelles possibilités. Et c'est là où j'en viens à l'hypnose. Puisque l'hypnose repose… Alors, c'est un état naturel. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'hypnose est un état naturel qui se situe entre le sommeil et l'éveil. On l'a en nous, simplement on n'en parle quasiment jamais, alors qu'il est présent tous les jours. Alors, il y a un deuxième niveau, mais on ne va pas le développer ici, qui est le deuxième niveau, c'est un état hypnotique, mais de survie. Ça, c'est encore autre chose. C'est quand on a eu un accident de voiture, qu'on est en état de sidération,
c'est encore autre chose. Vous savez, celui qui s'est cassé la jambe en montagne et on ne sait pas pour quelle raison et comment il a fait, il a réussi à se lever et à marcher jusqu'au premier refuge pour aller chercher du secours. Et quand on voit l'état de la jambe, on se demande comment il a réussi à le faire. En fait, il était en état hypnotique, hein, mais c'est de l'état hypnotique de survie. Celui que j'évoque, c'est l'autre état hypnotique qui est vraiment entre le sommeil et l'éveil. On appelle ça autrement un état de conscience modifié. Donc, c'est un état naturel. Et quand je suis en entretien avec quelqu'un, je sollicite simplement cet état naturel. À un tel point que nous le faisons tous sans nous en rendre compte. Lire une histoire à un enfant, c'est déjà de l'hypnose conversationnelle. Pour peu qu'on sache jouer les personnages, je peux vous garantir que l'enfant est très vite embarqué, même s'il pose des tas de questions, et au contraire, c'est parce qu'il pose des tas de questions qu'il peut être très vite embarqué. Et puis nous-mêmes, si on est passionné par ce qu'on raconte, on se met en état de conscience modifié. On est bien là, on est bien éveillé, et en même temps, il y a autre chose qui se joue. Quand vous prenez la voiture, vous êtes en état de conscience modifié. On est dans des automatismes, à un tel point que probablement ça vous est arrivé, comme moi ça m'est déjà arrivé, de se poser la question, mince, le stop, est-ce que je l'ai grillé ou pas tout à l'heure? De se dire, mais j'ai peut-être oublié un truc. En fait, cet état de conscience modifié régissait là où ma partie consciente était, ou dans le futur, ou dans le passé, à s'occuper d'autres choses qui me semblent prioritaires. Un rendez-vous, faire des courses, peu importe. Cet état de conscience modifié, cet état hypnotique, en fait, on le retrouve à travers le corps. En fait, il régit le corps. Le corps est l'expression même de cet état qui se situe entre le sommeil et l'éveil. C'est dingue. Donc, nous connaissons tous cet état, qui est un état vraiment des plus naturels. Si ce n'est que, pour pouvoir apporter une modification ou offrir une palette de choix, ou qu'il puisse s'offrir une palette de choix, pour être plus précis, de l'interlocuteur qu'on a en face de soi, c'est là où l'hypnose conversationnelle peut rentrer en ligne de compte. Quand je parle d'hypnose conversationnelle, c'est une conversation, ni plus ni moins, si ce n'est qu'à un moment donné, je vais commencer à moduler la voix, je vais utiliser des blancs, je vais utiliser des métaphores, et je vais commencer à poser quelques questions qui parfois peuvent sembler un peu bancales, si ce n'est que quand on est parti dans cet état de conscience modifié, on va quand même chercher la réponse. Bon, bien sûr, il arrive que des personnes pratiquent le déni et ne veulent pas vous répondre. C'est pas grave. Elles réfléchissent quand même. Je vous prends un exemple sur la partie thérapeutique, je prendrai après un exemple sur la partie professionnelle. Sur la partie thérapeutique, c'est un petit bout de chou de 8 ans et demi qui fait des allergies de protéines de lait animal. Donc, toutes les croyances, alors c'est mécanique, enfin c'est neurologique, pardon, parce que je reviendrai sur cette notion-là, et tout un système de croyances s'est développé par rapport à l'environnement dans lequel il est, et pour lui-même aussi. C'est-à-dire, en fait, je suis tenu de prendre des médicaments, j'ai fait déjà un œdème de coin, et je dois être très attentif à tout ce qui se passe. Et pareil, mes parents ont fait de telle sorte qu'il n'existe plus de lait, de chocolat ou tout ce qui a trait avec des protéines de lait animal, de peur que, par accident, je puisse ingérer quelque chose. Les parents viennent me voir quand même parce qu'ils souhaitent que leur enfant puisse découvrir une vie des plus normales et surtout que cet enfant a un souhait qui est de manger un gâteau au chocolat avec son frère pour son anniversaire. C'est dans le jeu et la conversation avec cet enfant qui venait avec un bateau de pirates, je vais vous dire, il venait avec un bateau de pirates, vous savez, les Playmobil, hein, qu'on est rentré dans un état hypnotique. Ce n'était que dans la conversation et le jeu. Alors, je ne vais pas vous raconter après tout ce qui s'est produit, simplement dans le jeu et la conversation avec cet enfant. La maman était toujours présente aussi, car la maman était
un lien important aussi à avoir avec l'enfant. Au bout de la 4e séance, la 3e séance, pardon, les parents n'étaient pas du tout impliqués dans cette affaire et ils se retrouvent tous au restaurant, et si ce n'est que l'enfant, par mégarde, ingère quelque chose qui était lié à des protéines de lait animal. Les grands-parents sont en panique. La croyance profonde, de fait, est naturelle et légitime, il va faire un œdème de coin. L'enfant, voyant ses grands-parents paniquer, commence lui-même à paniquer. Si ce n'est qu'il s'est passé quelque chose de super, c'est que les parents ont calmé le jeu déjà, et lui-même a dit, c'est drôle, ça gratte que ma gorge. Il n'y avait rien de plus. Donc, ensuite, à l'hôpital, puisqu'il y a eu, on était en lien avec l'allergologue, on a travaillé sur justement voir en fait un test de provocation pour voir si ça avait marché ou pas. L'infirmière terminait avec une cuillère de lait à soupe, la cuillère de soupe, pardon, avec du lait, et puis pour se rendre compte que ça marchait très bien. Évidemment, un protocole a été mis en place, si c'est que cet enfant a réussi à manger son gâteau au chocolat. La capacité du cerveau à garder l'allergie est toujours là. Il a toujours la compétence de l'allergie. Il pourrait y avoir un choc très grave et cette allergie pourrait revenir, si ce n'est que c'est un dragon qu'on a mis dans une cage. En revanche, le cerveau, dans ses connexions neurologiques, a déployé tout un tas de nouvelles possibilités pour faire de telle sorte que l'enfant puisse arriver à vivre normalement. Il y avait, dans le cadre professionnel, c'était une femme qui, à 3 reprises, avait refusé de prendre un poste de manager, enfin sur du management assez conséquent, et elle ne pouvait pas refuser le 4e poste parce que sinon elle se serait retrouvée acquittée, quoi, hein. Et elle avait demandé un accompagnement en coaching pour pouvoir travailler la prise de parole en public, parce que c'est là-dessus que ça coinçait. Elle avait prétexté la prise de fonction, ce qui est tout à fait légitime dans le cadre dans lequel où elle était, si ce n'est que ce n'était pas tant la prise de fonction qui l'inquiétait, c'était vraiment sa capacité à prendre la parole en public. Quand je vous dis en public, à partir de 3, c'était déjà fini. Là, manque de chance, il fallait en avoir 50 ou 70 en face d'elle, quoi, hein. Donc, vous voyez déjà l'ampleur qui pouvait exister. Elle m'en parle et elle me dit, écoutez, voilà, je suis timide. Ah, croyance profonde, timidité. Racontez-moi comment votre timidité, depuis quand vous l'avez en fait? Ça monte à, aussi loin que vous puissiez vous en souvenir, ça monte jusqu'à quand? Elle dit, je m'en rappelle très bien, j'étais à l'école, je devais faire un exposé, j'étais sur l'estrade, la maîtresse était à côté, et ça ne s'est pas passé comme prévu. Les camarades de classe ont rigolé, j'étais la risée de la classe, ma maîtresse a ri. Vous voyez déjà, l'histoire, c'est plus la vérité, c'est l'histoire que cette personne racontait. Et puis en plus à la maison, puisque ça a été évidemment dit à la maison, ils en ont ri aussi. En disant, ben, c'est pas grave, tu es timide. Voilà comment on développe une croyance profonde. Convaincue de sa timidité, elle a toujours essayé de la fuir comme elle pouvait. Alors évidemment, il y avait des côtés avantageux dans cette timidité. On n'est pas obligé de s'exprimer, on trouve toujours des subterfuges. Là, manque de chance, il fallait affronter le dragon, quoi, hein, arriver à faire de telle sorte qu'il fallait prendre la parole en public. Donc, il a fallu chercher à quel moment elle ne pouvait ne pas être timide. Vous voyez le travail, hein. Non pas tant à surmonter sa timidité, ça va être difficile. Ok, tu es timide, le principe d'utilisation, je ne vais pas démonter ça. Par contre, on va être complémentaire et puis on va orienter ça sur une solution. Et il s'avère que cette personne, lors d'une manif, ne me demandez plus laquelle, elle était en rogne, mais ça remonte déjà un petit moment, avait pris le micro et s'était adressé, là pour le coup, c'était quelques centaines de personnes, quoi, hein. Mais c'était la colère et surtout, me disait-elle, la conviction d'être dans son bon droit et le bon droit de tous ceux qui étaient là. Ah! Mais à ce moment-là, elle était où la timidité? Et c'est comme ça que le travail a commencé.
À aucun moment, c'était d'éliminer la timidité. En revanche, c'était de créer de nouvelles possibilités pour faire que, tout en étant timide, je puisse apprendre à prendre la parole en public. En allant chercher cette exception, nous avons commencé à tisser de nouvelles histoires. À quel moment ça s'est encore exprimé, le fait de ne pas être timide? En fait, quand on est tellement dans nos croyances, c'est hallucinant, hein. On ne voit plus que ça comme vérité. À un tel point que si on est un observateur à côté, on se dit, mais comment se fait-il que cette personne n'ait pas vu ce qui se passe à côté? Elle n'a rien vu de tout ça. Elle est convaincue là que c'est comme ça, mais alors qu'il y a d'autres choses à côté. Ou de pouvoir faire de telle sorte que je vais m'interdire, puisque j'ai cette croyance profonde, de pouvoir m'épanouir à mon poste parce que je ne peux pas prendre la parole en public, quoi. Alors que la personne peut être très compétente dans tous les autres domaines et qui va venir entacher justement sa capacité à être un manager de fait. Le lien qui existe entre les croyances et puis l'hypnose conversationnelle repose justement sur où chercher des exceptions et sur ces principes de Milton Erickson, en particulier le principe d'utilisation, le principe de complémentarité et le principe d'orientation-solution pour la personne, dans le respect de la personne que l'on a en face de soi, bien évidemment, toujours dans le respect de la personne. Je suis, en tant que coach ou en tant que thérapeute, dans une posture qui est comme un journaliste d'investigation, curieux pour comprendre les mécanismes de la personne. À aucun moment, je suis là pour juger, quand bien même nous jugeons tout le temps, parce que c'est ce qui nous permet de nous orienter, évidemment. À aucun moment, je dois être dans le jugement, je dois dépasser ça, je dois comprendre. Donc, on revient sur ces trois principes. Et dès lors que je raconte une histoire, il y a trois autres principes, ça on appelle ça la métacommunication en PNL, pour ceux qui connaissent. Il y a trois principes qui se mettent en place. Nous généralisons, nous créons des omissions et une distorsion. Si je reprends le cas de la timidité de cette personne, elle a généralisé sa timidité dans toutes les circonstances qui peuvent exister. Ce n'est pas qu'au travail. En plus, ce n'est pas que toute personne, dès lors qu'il y a au-delà de 3 personnes, alors allez savoir pourquoi 3, hein, mais dès 3 personnes, voilà, je généralise. Une fête de famille, ça va pas faire. Prendre la parole, vous savez, dans une fête de famille, c'est pas possible. Elle m'a dit, mais même dans une église, il y avait 15 Pékins lors d'un enterrement, je n'ai pas pu faire le speech. J'étais incapable de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je fais? Je généralise et l'histoire et ma croyance, mais en plus de ça, je structure ça dans tous les contextes qui existent. Ensuite, j'en ai fait une distorsion. C'est-à-dire que de l'histoire de ma vie, de la croyance que j'ai donné une distorsion à ma timidité. Elle est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Je ne vois plus du tout ce qu'il peut y avoir derrière. À un tel point que cet arbre m'empêche d'ailleurs de voir d'autres choses, d'autres aspects, d'autres possibles. Et l'omission, de fait, c'est que je vais omettre tous les moments où je n'étais pas timide, où je vais omettre toutes les autres possibilités, parce que je ne les vois plus tout simplement, parce qu'elles n'existent plus à mes yeux. Alors évidemment, il y a du travail qui peut être fait pour pouvoir prendre conscience de ces croyances, mais ce n'est pas aussi simple que ça, hein. C'est faisable, si ce n'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'après, c'est de se dire, mais comment ces croyances me stimulent-elles? Comment elles renforcent ma vie? Et puis, qu'est-ce qu'elles me permettent de faire ou pas? C'est ça qui est important. Ça, ce sont des questions narratives au demeurant, hein. Bruno, Oui, on a une question de Margot oui. qui dit, est-ce que ça voudrait dire que le fake it until you make it peut réellement marcher dans ce cas? Est-ce qu'il suffirait de se construire une nouvelle histoire? Oui, alors, en fait, l'objectif, c'est de se construire de nouvelles histoires. C'est bien ça.
À partir d'une exception, on se construit de nouvelles histoires. Et le fait de construire de nouvelles histoires, on appelle ça dans le jargon de l'approche narrative épaissir quelque chose. Je prends un autre exemple hein, d'un gamin qui faisait de l'énurésie, donc le pipi au lit. L'histoire qu'il racontait, hein, le gamin, il était 13 ans, hein, enfin, c'était plus un gosse, hein, 13 ans, c'est mon histoire, c'est mais depuis que je suis tout petit, bah, je fais pipi au lit, quoi. Et partout où je vais, que ce soit à l'hôtel, que ce soit chez mes grands-parents, enfin, c'est généralisé. La construction d'une nouvelle histoire, c'est par l'expérience, parce que je vous parlais qu'on est orienté sur des compétences. Il s'est avéré qu'il y a des moments où il n'avait pas ça. On est parti par rapport à ce qu'il faisait de bien, en l'occurrence dans une colonie de vacances, où il a dit, c'est bizarre, mais là, il n'y a rien de ces produits. Et donc, on a travaillé sur cette partie de la colonie de vacances, c'est-à-dire en fait de chercher les raisons pour lesquelles, quels sont les ingrédients qui ont fait que là, il ne faisait pas. Et on prenait cette histoire de la colonie pour créer une nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'en créant cette nouvelle histoire, on faisait de telle sorte qu'elle devienne beaucoup plus forte. Donc, on développait une nouvelle croyance pour faire que celle qui existait puisse s'atrophier au fur et à mesure, sans qu'on y touche. Parce qu'en fait, dans l'hypnose conversationnelle, l'hypnose tout court, hein, on est sur des connexions dites neurologiques. On travaille avec le cerveau, c'est neurologique. Si vous préférez une croyance profonde marquée, la connexion neurologique, c'est la taille de mon avant-bras, là. Hein. C'est très fort, à un tel point que ça devient automatique. Et c'est tellement facile pour le cerveau il ne se complique pas la vie, il va prendre le chemin et puis c'est bien. Quand bien même la solution ne marche pas, c'est ce que je vais prendre, c'est ce que j'estime de plus facile. Quand on construit une nouvelle histoire, le début de l'histoire, c'est la taille d'un cheveu. Hein. Si je dois comparer, c'est la taille d'un cheveu au niveau de la connexion neurologique entre les synapses, neurones et synapses. Donc on part d'un cheveu pour arriver à la taille d'un lacet, à force de raconter, à force d'aller dans les expériences et de développer des compétences. On crée comme ça cette nouvelle histoire qui fait que la personne, au bout d'un moment, prend confiance en elle et se dit, mais après tout, j'y arrive, quoi. J'y arrive. Et continue à explorer à travers cet apprentissage, car ce n'est ni plus ni moins un apprentissage. Et quand on est dans l'apprentissage, le nombre de fois où on tombe, c'est incroyable. Et l'objectif, c'est, quand on accompagne, d'être là pour que la pugnacité soit toujours au rendez-vous, qu'on ait envie de continuer, pour faire qu'au bout d'un moment, cette nouvelle histoire puisse prendre la taille de mon avant-bras. Mais pendant tout ce temps-là, l'autre qui avait un avant-bras, puisque les neurones n'y vont plus, commence à s'atrophier. Donc oui, c'est en racontant de nouvelles histoires, en façonnant de nouvelles histoires, qu'on développe de nouvelles croyances. Et là, c'est l'hypnose conversationnelle. Il y a d'autres outils, on est bien d'accord, qui contribuent à faire ce travail-là. Que ce soit dans le cadre du coaching ou que ce soit dans le cadre thérapeutique. Les champs d'application vont dans les deux. Alors évidemment, au niveau thérapeutique, ça va être la confiance en soi, qu'on peut retrouver aussi dans le cadre professionnel. Ça peut être les allergies que vous avez évoquées, ça peut être un traumatisme. Ce sont des choses comme ça qui vont rentrer en ligne de compte. Au niveau professionnel, ça va être de développer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences que je n'ai pas forcément bien développées. Je parlais de la délégation, par exemple, et ça peut être la communication. Ça peut être ma gestion, ma relation interpersonnelle. Ah, je vois Jean-Luc qui pose la question dans le clean language. Oui, alors le clean language, en fait, ce qui est très fort, c'est qu'on répète, on répète, on répète. Hein. On est dans une forme de répétition qui est un outil que moi je trouve vraiment fabuleux. Hein. On est dans la répétition et c'est quelque chose de sensationnel. Et là aussi, au bout d'un moment, c'est l'inconscient qui parle. Parce que la répétition oblige l'inconscient à venir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le conscient en a tellement ras-le-bol, je ne sais pas pour ceux qui connaissent ça, mais c'est tellement casse-pied hein, quelque part, que c'est l'inconscient qui va prendre le relais. Et oui, il y a beaucoup de similitudes avec cet outil qui est un très bel outil. Après, c'est…
Alors, attention, si je ne prends pas certaines précautions, je n'ai pas pu lire la fin d'une question qui a été posée. Lisa, si tu m'entends, il y a une question qui a été posée, mais je n'ai pas pu prendre. Attention, si je ne prends pas certaines précautions, cette nouvelle histoire peut aussi renforcer ma croyance limitante. Oui, Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, alors je vais vous donner la oui, parole. oui, complètement. La réactivation du micro. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Maë. En fait, vous nous donnez des exemples où la personne, vous lui permettez de changer ses croyances, enfin d'augmenter, de rajouter une croyance qui va mettre finalement au musée sa croyance qui l'empêche de faire ce qu'elle veut. Mais si la personne n'a pas les compétences, les capacités, elle ne pourra pas avoir le bon comportement. Par exemple, si toute ma vie je pense que les mecs sont des salauds, par hypnose, par vos trucs narratifs, par tout ce que vous voulez, vous pouvez changer ma croyance, vous pouvez mettre en doute ma croyance et me modifier ma croyance. Mais moi, je ne sais pas faire la distinction fine entre un mec qui est salaud ou un mec qui est pas salaud. Et du coup, vous me lâchez, je vais aller dans le monde, je vais aller vers les hommes et hop, je retourne sur un salaud, forcément, puisque c'est tout ce que je connais et je vais renforcer ma croyance limitante. Donc, il y a quand même des précautions quand on touche à une croyance. Déjà, est-ce que cette croyance, j'ai dans mon environnement, je peux avoir les comportements parce que j'ai les capacités et parce que mes croyances m'ont permis de le développer. Et ensuite, il y a aussi, est-ce que dans mon système, cette croyance, elle a du sens? Cette croyance, elle crée qui je suis. Elle fait partie de moi, de ce que je crois d'être la vérité, le monde. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi des précautions à prendre par rapport aussi à mon écologie, à mon environnement dans le système? C'est facile de changer une croyance. Quoique, il y a aussi des exemples de Milton Erickson où quand vous avez quelqu'un qui se prenait pour un mort, Oui. et que Milton Erickson réfléchit, hein, et ça marche pas à tous les coups. Et il y en a d'autres exemples comme ça. Oui, complètement. Alors là, oui, et puis il y a le coup du mort, en fait, pour la petite histoire, c'est que on dit, mais si tu es mort, tu ne saignes plus. Et Voilà. bah non, oui, je ne saigne plus. Et puis on lui plante une petite aiguille, et puis il y a une goutte de sang qui perle sur le bout du doigt. Et puis cette personne qui se prend pour un mort dit, mais c'est quand même incroyable, je suis mort et je saigne. Oui, effectivement. C'est quand même très fort une croyance, hein, donc si vous ne les Voilà. mettez pas en doute. Exactement. Alors, Donc par vous contre, pouvez, je reviens sur un point que vous avez évoqué quand vous avez démarré votre témoignage. Attention, hein, on n'est pas là pour remettre en cause une croyance qui existe. Si, par exemple, tous les mecs sont des salauds, je ne suis pas là pour dire, mais non, ils ne sont pas tous des salauds. Hein, ou non, certains non, des mais salauds, hein, on est bien le d'accord. problème, c'est que si je modifie cette croyance, elle est limitante pour moi, elle est gênante, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est que je dois faire attention quand je permets à une personne d'augmenter finalement ses croyances, d'avoir d'autres croyances, d'avoir plus de choix. Il faut que je vérifie que cette personne, Oui. elle a les compétences, elle a les capacités et elle peut avoir le comportement. Alors, C'est pas la même chose de pas parler en public parce que je ne sais pas parler ou parce que je crois que je suis une personne qui ne sait pas parler. Si je crois que je suis une personne qui ne sait pas parler et que je ne sais pas parler, si vous changez ma croyance, enfin vous me permettez de modifier cette croyance et que je ne sais pas parler, je vais aller parler en public, je vais bafouiller et je vais encore dire ah ben oui, je ne sais pas parler. oui. Alors, Vous voyez, il y a des oui. précautions importantes à prendre sur la chaîne. Alors, d'abord, je ne suis pas là pour modifier une croyance hein, quand on intervient. Et puis, il y a une chose essentielle par rapport à ce que vous évoquez. La personne fait d'abord une demande. Oui, mais elle est Elle fait sincère. Sa une croyance, demande. elle l'embête. Si, par exemple, une personne vient vous voir en disant, écoutez, pour moi, c'est un drame. Pour moi, tous les hommes sont des salauds et je voudrais avoir une vie. Voilà, on va faire une anamnèse, on va chercher, on ne va pas intervenir comme ça. Et je vous rejoins. Attention, il est bon de vérifier si la personne est en capacité à pouvoir le faire. Et là, vous avez entièrement raison. Et puis, à un tel point d'ailleurs que et parfois, il est bon aussi de dire, mais attendez, enfin, moi, c'est ce que je demande. Est-ce que vous êtes suivi hein? Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Mais là, on n'est pas du tout dans la partie coaching ou dans la partie Même managériale. en Quoi. coaching, Voilà, même hein. en entreprise, hein, si la personne, elle n'a pas développé les capacités pour avoir la nouvelle vision de sa nouvelle croyance, pour pouvoir incarner sa nouvelle croyance, sa nouvelle histoire, puisque vous appelez ça des histoires, elle va avoir des soucis.
Donc, je pense qu'il est important de lui augmenter, de lui mettre des histoires, de faire tout ce que vous voulez au niveau de vos outils, mais en vérifiant que cette personne pourra mettre en œuvre ces outils, Complètement. ces Alors, c'est vrai que histoires. je ne l'ai pas Hein. évoqué, mais Voilà. vous avez raison. On ne fait C'est pas un point ça comme ça, important. hein. Mm. Mm. C'est tout à fait juste. Voilà. Merci en tout C'est cas de tout. le signaler parce que c'est Je vous vraiment en un prie. point important, hein. Oui. Hein. Mm. On est toujours là, bien évidemment, avant de démarrer quoi que ce soit, à valider. Hein. On parle d'anamnèse quand on est en thérapie et puis on développe évidemment un contrat d'intervention avec la personne. Il est évident, et c'est bien de le souligner parce que c'est très important, préalablement de valider et de voir s'il y a la capacité à pouvoir le faire. Et puis, là où je vous rejoins et que j'évoquais tout à l'heure, attention, il y a des croyances parfois tellement profondes que vous ne ferez rien. On ne pourra rien faire. Hein, si vous prenez cet exemple que vous citiez du mort et qui se prend pour un mort et puis qui saigne quand même, il n'y avait rien à faire là. Hein. Là, c'est un sacré boulot. Oui, merci en tout cas hein, pour votre intervention, Maë. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à poser? Alors oui, Jean-Luc me dit c'est toute l'importance de vérifier l'écologie de la personne. Bien évidemment, hein, hein, c'est un point clé. Hein, on n'y va pas comme ça, la fleur au fusil. Hein, c'est évident, évident. Et attention, quand j'évoque cet outil-là, ce n'est pas l'outil unique, le plus merveilleux, celui qui va résoudre tous les problèmes. Hein. Il y a un panel de choix d'outils qui sont aussi évidemment à utiliser. D'ailleurs, il est préférable d'avoir plusieurs outils dans sa besace pour pouvoir intervenir que d'en avoir qu'un seul. Ça, c'est aussi un point important. Et puis, l'écologie de la personne, bien évidemment. Et puis, de se sentir aussi en phase. Hein. Attention, hein. Faut qu'on se sente aussi en face par rapport à ça. Pour peu que ça vienne heurter mes propres croyances ou quelque chose qui puisse m'être très désagréable, je peux dire, moi, je ne suis pas dans la capacité de pouvoir accompagner. Hein. Ça aussi, c'est très important. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions d'ailleurs par rapport à ça? Alors, Oui, Odile, Sylvie, j'aurais une question. oui, Par rapport justement quand vous dites qu'on s'appuie sur des exceptions à la croyance, ma question c'est est-ce que c'est facile de trouver des exceptions ou comment on fait si la personne justement elle est bloquée et elle en voit pas? ça arrive et malheureusement, c'est très fréquent. Hein. Alors, l'idéal, c'est de trouver l'exception. Et bien, malheureusement, parfois, on ne la trouve pas, hein, cette exception. Il faut la chercher. Dans la mesure du possible, c'est de la chercher. Quand on ne la trouve pas, là, c'est d'avoir une autre orientation, c'est-à-dire, en fait, on recommence à travailler sur des nouveaux comportements. C'est-à-dire que là, on D'accord. revient sur, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Robert Dilst, hein, Mmh. puisque c'est aussi là-dessus que l'on travaille. Et là, en fait, face à un contexte, il y a des comportements que nous pouvons observer. C'est la seule partie que nous, observateurs, pouvons voir. Ensuite, ces comportements sont régis par des capacités. Les capacités sont des qualités, sont des compétences. Donc, on va travailler là-dessus. Hein. Ensuite, vous avez ces fameuses croyances qui sont elles-mêmes ces croyances liées à des valeurs. Parce qu'en fait, ces croyances nous connectent à nos valeurs, ou nous déconnectent hein, d'ailleurs en fonction de ce qui peut arriver, mais elles nous connectent à nos valeurs. Les valeurs sont toujours positives, c'est toujours universel en fait. Hein. Si ce n'est que c'est après, quel est mon système de valeurs personnel. Ensuite, il y a mon identité, c'est moi, hein, c'est mon grand moi, c'est un tout. Et ensuite, c'est ma relation à l'autre, la relation dite transpersonnelle. Quand on est à la recherche évidemment de l'exception et qu'on la trouve, c'est merveilleux, ça nous facilite le travail. Encore que quand je dis facilité, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Parfois, malheureusement, on n'a pas de choix, on ne trouve pas. Donc, on va retravailler sur les comportements qui vont aller sur des capacités, qui vont aller sur de nouvelles croyances et se reconnecter à des nouvelles valeurs. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail du mécanisme, mais on retravaille comme ça. C'est plus long, mais ça marche aussi. Enfin, D'accord. en général, OK, ça merci. marche. Hein. En fait, ces étapes-là, et je vois, il y a une réaction, ces étapes sont en fait, c'est le voyage du héros de Joseph Campbell. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un anthropologue américain qui est né en 1901 et qui a dû disparaître à la fin des années 80, je crois, de mémoire. Hein. Un type extraordinaire puisqu'il a même réussi à traduire des langues complètement inconnues à travers le monde. Il a pas mal bossé à Paris d'ailleurs. Hein.
Et puis, il s'interrogeait sur quelque chose qui était assez incroyable. Il se dit, mais comment se fait-il que depuis des millénaires, les gens racontent des histoires, mais surtout que ces histoires se ressemblent? Entre il y a 4000 ans, ce qui se passait en Amérique et puis ce qui se passait en Chine, alors qu'ils ne s'étaient pas rencontrés, les histoires étaient similaires. Et en fait, il s'est rendu compte que nous avons des étapes dans nos vies. Et ces étapes constituent notre voyage de vie. C'est des voyages plutôt intérieurs, si ce n'est que le cinéma a bien repris ça. C'est un monsieur qui s'appelle Folker qui a repris ça, qui a simplifié le mécanisme de Joseph Campbell en faisant remarquer, en créant un scénario, en faisant remarquer que c'était quelque chose de plus agréable d'écrire, à un tel point que George Lucas, en faisant Star Wars, s'est inspiré de ça. Il avait même invité d'ailleurs Joseph Campbell. On trouve une vidéo où on les voit les deux en train de discuter, parce que cette trame est fabuleuse. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de films qui se ressemblent. On se dit, tiens, c'est bizarre, mais on a toutes les étapes. Et ces étapes, c'est j'ai une vie ordinaire, et puis brusquement, il y a un patatras qui arrive, je n'ai plus la possibilité de revenir en arrière. Il faut, quand bien même j'essaie de négocier, il y a un mentor qui apparaît. Ce mentor, ça peut être une personne, ça peut être une image, ça peut être une musique, peu importe, qui m'aide à franchir le voyage. Et dans ce voyage, je vais être confronté à des tas de défis, à des tas de dragons qui vont m'amener à l'épreuve ultime qui va me transformer. Et une fois que je suis transformé, que je suis au bout de mes quêtes, je retourne à ma vie ordinaire, si ce n'est que moi-même, j'ai changé. Je vous la fais courte, évidemment. Dans tout ce que je vous évoque, c'est toujours lié à cette trame aussi de Joseph Campbell, qui a écrit un bouquin qui est très intéressant. Alors, c'est un gros machin épais, qui s'appelle « Le héros aux 1001 visages ». Qui vraiment peut être très utile aussi d'ailleurs dans l'accompagnement. Et en fait, ce qu'il dit simplement, c'est que les épreuves auxquelles nous devons faire face, ou nous faisons face, ne sont là que pour nous renforcer. Alors, le que est un peu facile, mais ils sont là pour nous renforcer, nous rendre plus forts. Une vie sans épreuve n'est pas une vie pour lui, ou en tout cas dans l'histoire de l'humanité. Et l'humanité raconte des histoires. Et en fait, en racontant des histoires, c'est à travers des métaphores ou des associations, on appelle ça des associations isomorphes, que nous nous retrouvons à travers ces personnages ou ces héros. C'est ce qui nous permet, quand on est enfant, quand on raconte des histoires de loups, d'ogres, d'identifier ce qui peut être méchant à travers des personnages, mais qui contribuent à nous préparer aussi face à des épreuves qu'on aura de toute façon dans notre vie. Il y avait Sylvie qui posait une question, mais je ne sais pas laquelle c'était. Alors, Sylvie demandait, est-ce que tu utilises systématiquement la pyramide de Dilts ou bien essayes-tu d'abord par l'écoute de débusquer les croyances? Alors, ça va dépendre des contextes. Par contre, la pyramide de Robert Dilts est omniprésente. Alors, pour ceux qui connaissent cette pyramide, c'est un outil qui… Alors, Robert Dilts, qui fait d'ailleurs de l'hypnose ericksonienne aussi, et qui est un des… non pas un père fondateur, mais un grand accompagnant en tout cas de l'école Palo Alto, de la PNL. C'est un contemporain, il vit encore aujourd'hui, c'est un type extraordinaire. Et cette pyramide est vraiment très intéressante parce que ça permet de situer où est la problématique de la personne. C'est une trame qui facilite en fait la compréhension du niveau sur lequel se trouve la difficulté de la personne. En partant d'un postulat qui est essentiel, le problème est le problème, la personne c'est la personne, et la personne est en relation avec un problème. La personne n'est jamais le problème. C'est ce qui nous arrive dans nos croyances profondes. Je suis timide, je deviens le problème. Non, je suis moi en relation avec ma timidité. C'est plus pareil. Mais la pyramide de Dilts va vous permettre de trouver où se situe le problème, mais ne va pas vous aider à trouver la généralisation. Non. Par contre, c'est une trame qui vous permet justement de commencer à explorer. Vous avez encore, là aussi, tout à fait raison. En fait, j'ai vu Dilts des milliers de fois et je suis formatrice en PNL. Donc, Dilts, en fait, ça vient de Gregory Bateson, la pyramide. De Bateson, les travaux de Bateson.
J'ai lu Voilà. les travaux de Batson, donc, mais ça va vous permettre de situer. Par contre, si vous voulez trouver à un moment donné la généralisation, ben, c'est soit par des métaphores, en rentrant dans l'histoire de la personne, soit par des tâches, comme faisait Milton Erickson, hein, Oui. un gamin qui pensait qu'il était que lui, eh ben, il n'allait jamais être aimé parce que toutes les couples, toutes les femmes ont des hommes qui sont beaux. Et lui, il était boutonneux, etc. Donc Milton Erickson, il a dit, ben, il l'a envoyé dans un centre commercial devant un escalier avec un cahier et il a noté tous les couples pour voir comment ils étaient. Et ça lui a cassé sa généralisation. Oui. Donc en fait, il faut être très créatif pour trouver Ah, oui. comment mettre en doute la croyance Oui. et comment finalement, oui, dans l'histoire de la personne, trouver l'exception. Et Ah, c'est complètement. Et en fait, il faut faire preuve de créativité, Maë. Hein. curiosité découverte. Ouais, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que ça nous oblige à cette créativité, puis parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on pensait à trouver ou avoir identifié là où on pouvait travailler, puis bah, ce n'était pas là. Donc, Parce que ça vous vous devez oblige à rentrer chercher. dans l'histoire de la personne, vous devez faire Oui, écran blanc et devenir qui elle est. exactement, c'est tout à fait ça. Et comme disait Milton Erickson, on met un pied devant l'autre, on avance à tout petits pas, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, vous parlez de Grégory La pyramide Bateson. ne va pas vous permettre de trouver la généralisation, va vous permettre de dire, si je ne sais pas parler en public, est-ce que c'est parce que c'est un comportement que j'ai jamais eu parce que j'ai pas les capacités ou parce que je pense que je suis une personne qui peut pas parler en public, qui ne mérite pas de parler en public. Ça, c'est au niveau des croyances. Et si je pense que je suis quelqu'un, un être humain qui n'a pas le droit, qui ne peut pas parler en public, c'est au niveau de l'identité, ou si c'est dans quelque chose de plus vaste, qui est dans mes croyances, j'en sais rien, religieuses ou n'importe quoi, qui pense qu'on n'a pas le droit de parler en public. Et selon le niveau, je ne vais pas utiliser les mêmes outils pour aider la personne à modifier sa croyance si elle l'embête. Oui, tout à fait juste. Alors après, c'est vrai que, alors vous parliez de Grégory Bateson, il y a Steve de Chazer, enfin il y a plusieurs comme ça, des personnes qui ont contribué ou qui ont influencé en tout cas tout ce que vous venez d'évoquer, hein, c'est très, très intéressant. Alors, on ne va pas pouvoir tout développer là, hein, évidemment. La pyramide de Dill, c'est Batson. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques que vous souhaitiez faire? C'est bon? D'autres questions de mon côté, Bruno. D'accord. Parce que pour moi, en fait, j'ai fait le tour. Après, on pourrait encore développer, mais alors là, on rentrerait dans l'aspect le plus technique. J'ai essayé d'être le plus large possible par rapport à ce qui régit nos croyances et par rapport à cette approche-là. Donc, c'est l'occasion maintenant de pouvoir poser des questions, si vous en aviez. J'avais une question, s'il vous plaît, sur. Alors, je ne suis pas du tout coach, donc ce n'est pas une question du tout technique, on va dire. On a vu dans mon entreprise la démarche appréciative, donc l'appreciative of inquiry. Et donc, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on essaie de créer un futur désirable par tous. Et on essaye aussi, il y a un peu de l'histoire de la narration, quand on demande à la personne de raconter un événement qui était fort pour elle, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Alors, je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est une démarche que je ne connais que trop peu. Donc, je ne suis pas du tout expert. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra répondre. Moi, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir répondre par rapport à cette démarche. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ah, Sylvie, j'entends pas. Si Sylvie s'exprime ou non? Peut-être ouvrir le micro à Sylvie Schulz. Oui? On a demandé de parler. Pardon, oui. Ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Ah si, ça y est, ça marche. Il me semble que j'ai un petit peu approché l'appreciative inquiry. Il me semble que le point commun qu'il y aurait avec l'hypnose conversationnelle, c'est aussi, mais sauf que là, c'est pour le collectif, c'est de chercher aussi l'exception. C'est-à-dire quelle exception le collectif a pu connaître pour lui permettre de fabriquer son storytelling là-dessus et de
ressouder le groupe, de refédérer le groupe pour le faire repartir dans une nouvelle aventure collective. Si c'est une équipe de professionnels, par exemple, ça serait le cas. Il me semble que le point commun, il est là. D'accord, ok. Ouais, merci. D'accord, c'est intéressant. C'est un outil que je ne connais que trop peu, donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre, hein. Puis il y en a tellement, vous savez, donc après, on ne peut pas tous les connaître. C'est très riche, hein. Et puis il y en a de plus en plus, d'ailleurs, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a une remarque, une question encore que vous souhaiteriez poser? J'aurais aimé savoir si l'auto-hypnose a une efficacité et comment ça fonctionne. Alors, si on va sur la partie hypnose thérapeutique, Milton Erickson disait « toute hypnose est une auto-hypnose » puisque l'accompagnement de celui qui vous amène dans cet état de conscience modifié n'est pas dans votre tête, hein. Donc, c'est dans cet esprit-là. Alors, l'auto-hypnose, vous avez deux façons de pouvoir entrer en auto-hypnose quand c'est recherché. Vous avez l'accompagnement enregistré, par exemple, ce qui peut faciliter quand même la tâche. J'enregistre ou j'ai un tutoriel, vous savez, des personnes qui parlent. Il y en a de très bons d'ailleurs au demeurant. Ou alors, je décide de le faire seul. Alors, pour le faire seul, c'est de l'entraînement, hein. Vraiment, c'est de l'entraînement qui se rapproche, en fait, si on s'initie à ça, à la démarche de la pleine conscience. Si vous connaissez Christophe André, c'est ce que lui fait sur la pleine conscience ou la méditation, hein, qui est à un autre niveau, qui vous amène dans cet état de conscience modifié, qui vous fait travailler. Ça demande de l'entraînement. Par contre, les résultats peuvent être intéressants. Il y a une différence, me semble-t-il, d'une façon générale, entre un accompagnement par rapport à quelqu'un d'extérieur, un thérapeute, hein, et son auto-hypnose. Je pense que la complémentarité des deux doit être encore plus riche. Voilà. D'avoir été accompagné, par exemple, et puis après de pratiquer à travers l'enregistrement que j'ai pu avoir lors d'une séance et de l'entraînement que je peux avoir par ailleurs, entre autres avec la pleine conscience, de pouvoir faire de l'auto-hypnose. Plus je travaille ma plasticité cérébrale, plus mon auto-hypnose sera favorable. Au début, ce n'est pas évident, hein. On a cette tendance, vous voyez, dans l'hypnose, ça va être de prendre conscience de votre pied droit, de prendre conscience de votre pied gauche, de prendre conscience de votre nuque. Et puis, on peut vous demander, est-ce que vous êtes capable de pouvoir vous connecter aussi à votre respiration? Et en fait, en faisant ce travail-là, c'est d'arriver à faire de telle sorte que vous restez bien dans l'instant présent et ici, maintenant. Je peux vous garantir que la gymnastique n'est pas aussi simple au démarrage parce que la partie dite consciente, hein, c'est un concept, la partie dite consciente va aller chercher à s'éloigner de ça. Ça lui demande un effort qu'il n'est pas habitué de faire et il préfère aller se retrouver dans le futur, dans le passé, à s'occuper, à vaquer d'autres occupations auxquelles il est habitué. Plus je m'entraîne à ça, et plus l'auto-hypnose est favorable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis alors après, dans le cadre des histoires, pour peu que je donne une intention, alors l'auto-hypnose n'a d'intérêt que si je donne une intention d'abord. Mon intention, c'est par exemple, j'ai besoin de me concentrer, ou j'ai envie de développer ma concentration, ou mon esprit créatif, hein, donc on me donne une intention qui doit être au demeurant stimulante et positive. Je peux le faire aussi donc à travers des histoires, hein, puisque les histoires, entre autres les contes pour enfants, peuvent être très intéressants aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci. C'est vrai que ça me rappelle la pratique que j'ai pu avoir de la méditation de pleine conscience par rapport à l'ancrage de l'esprit au corps, à la respiration et cette concentration-là qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que c'est loin des histoires que tu racontes, Bruno, et des métaphores et, qui accompagnent finalement. Oui, alors c'est encore autre chose, quoi. Enfin, tout ça, ça revient. Alors, je ne vais pas tout détailler maintenant, mais les histoires, la puissance des histoires
dans ce cadre-là. Là, je parle vraiment de la partie hypnotique et très intéressante parce qu'en fait, on appelle ça des associations isomorphes. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'état hypnotique, le cerveau va chercher à s'identifier par rapport à tel ou tel personnage qui va être raconté. En plus, l'histoire qui est racontée ne doit pas être aussi simple et évidente par rapport à cet esprit d'inconscient, sinon c'est trop facile. Il doit y avoir une autre recherche derrière qui amène cette partie dite inconsciente à vraiment travailler autrement. En fait, on est sur la plasticité cérébrale, quoi. Et c'est intéressant. Moi, je raconte beaucoup d'histoires, en fait, quand je suis… alors, je ne fais pas que ça, mais quand je suis dans la partie dite thérapeutique, là, en l'occurrence. Merci. Merci, Nathalie. Une autre remarque? Je vois qu'il y en a quelques-uns qui quittent. Ça va être l'heure du repas ou de l'apéritif. On est vendredi soir. J'avais proposé jusqu'à 19h30, mais c'était pour se donner une marge de manœuvre. En plus, pour moi, ce format-là, pour moi, est une découverte aussi en même temps, parce qu'il faut être concentré et sur l'outil. Alors, j'en fais déjà la visio, mais sous cette formule-là est une découverte. Il faut se concentrer sur l'outil, à faire attention à ce que l'on dit. Et puis, on se dit, mais j'espère ne pas avoir dit quelque chose de travers. Et en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est des moments de partage. Et comme j'ai entendu les témoignages qui ont été évoqués, c'est très bien. Ou comme Maë qui m'a fait la remarque, et c'est vrai qu'il était tout à fait juste, de dire, mais attention, il faut quand même aussi voir les capacités de la personne. Je trouve ça très enrichissant, c'est toujours très important, parce que ça vient compléter en fait toute une démarche. Donc de fait, est-ce qu'il y avait encore… une question qui peut être par chat, la question peut bien évidemment être rédigée. Si vous préférez prendre la parole, bien évidemment, ça peut être aussi en prenant la parole. Sinon, ce que je vous propose, s'il n'y a rien d'autre, c'est de terminer, de conclure là-dessus, sur ces questions et cette approche, et de vous souhaiter donc une très bonne soirée, une très bonne continuation. J'espère que ce que j'ai fait ce soir vous apportera, je dirais, un peu de l'eau à votre moulin, d'autres réflexions. Bien évidemment, je reste à votre disposition pour échanger encore avec vous. Je pense surtout sur l'aspect technique pour ceux qui le désireraient, parce que je n'ai pas été vraiment approfondir sur l'aspect technique. Après, ça pourrait être plus long, quand bien même toujours très intéressant. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter, je vois que ça quitte, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et puis vous dire à très bientôt. Et puis, ma foi, la prochaine. Alors, la prochaine, ce sera le 12 février, je crois, de mémoire. Il y aura un autre séminaire qui sera plutôt sur les ingrédients de la réussite. Voilà.